13 novembre 2015, 130 morts et plus de 350 blessés, une société traumatisée, une classe politique sidérée. 2 ans après, nous répétons tous, la vie continue, mais n'avons-nous tous pas changé en vérité? Rien n'est plus comme avant, nous ne sommes pas tous victimes, mais tous touchés et différents depuis cette date tragique qui fait suite à Charlie et à l'hypercachère. Comment notre quotidien a-t-il changé psychologiquement, politiquement, sur le plan de la sécurité, de la cohabitation dans les quartiers? Quelles leçons ont été tirées dans les services de sécurité, dans les partis politiques? On en parle ce soir avec vous, Thibault de Montbrial. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et vous présidez le centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Dominique Régnier, directeur général de la Fondation politique pour l'innovation politique. Naïma Mfadel, élu local en charge de la politique de la ville à Dreux. Et vous avez publié Tout ça devrait faire d'excellents Français aux éditions Seuil. Et vous lancez avec une toute jeune fédération d'associations citoyennes une campagne sur les réseaux sociaux autour du hashtag La France d'après. Et puis Serge Effès, psychiatre et psychanalyste, merci à tous les quatre. Le 13 novembre, comme le 11 septembre, comme le 7 janvier, le 9 janvier 2015, tout le monde se souvient où il était. Est-ce qu'on a changé, Serge Effès, depuis ? Ah oui, je crois qu'il y a un avant et après 13 septembre, c'est vraiment... 13 novembre, vous voyez. Pardon pour le lapsus. Oui, mais pardon voilà. pour le lapsus. Avant et après 13 novembre, bien sûr. C'est vraiment une rupture, c'est une coupure. Tout le monde s'en souvient, comme vous dites, comme on se souvient du 11 septembre, justement, d'où mon lapsus. C'est-à-dire que chacun sait ce qu'il faisait ce jour-là, chacun sait qu'il y a un avant et un après, chacun sait qu'il a basculé dans un autre monde, et particulièrement les jeunes, j'ai envie de dire. Parce que les jeunes ont pris conscience de beaucoup de choses à ce moment-là, ce jour-là. C'est eux qui ont été visés, c'est eux qui ont été atteints, c'est eux qui avaient des valeurs à ce moment-là. Ils ne savaient pas que ces valeurs qu'ils respiraient un petit peu comme l'air du temps, être ensemble, être dans l'égalité des sexes, s'amuser, prendre des cafés aux terrasses de bistrot, danser dans une boîte de nuit, eh bien que ces valeurs-là qui leur paraissaient si naturelles, eh bien elles n'étaient pas naturelles dans le monde entier et qu'elles pouvaient être attaquées par d'autres au nom d'autres valeurs. Donc ça les a amenés à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de défendre? Ça leur a amené à réfléchir sur leur pays, sur leur nation. Qu'est-ce que ça veut dire être patriotique? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la France ou pas? Ça les a amenés à réfléchir sur l'engagement. Comment est-ce qu'on s'engage après une situation comme celle-là? Comment est-ce qu'on sort d'une vie marquée par le consumérisme et l'amusement? Sur quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre? Thibault de Montbrial, on a changé? On a été frappé pour la première fois depuis 70 ans très violemment. Il y a eu des attentats, des vagues d'attentats, mais là, c'était une opération de guerre qui a été menée en plein Paris et on l'a suffisamment rappelé ces derniers jours. Ça faisait 70 ans qu'il n'y avait pas eu un acte aussi violent au sein de Paris. Ça fait 3 générations. 3 générations avec aujourd'hui une classe politique qui est elle-même une génération d'enfants de la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tradition de la violence de génération en génération. Au bout de 3 générations, cette tradition s'est perdue. Et tout à coup, il y a le retour de cette immense violence qui a touché, je crois, si on va au 2e cercle, quasiment la moitié des Français. Donc c'est effectivement un basculement. Est-ce que du coup on a tiré des leçons ? Alors il y a des leçons qui ont été tirées en matière, alors d'un point de vue structurel, en matière de renseignement, on a fait des progrès considérables depuis 2 ans. En matière de sécurité d'État, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits. Mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est de parler de la prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire que cette question de la sécurité ne peut pas être dissociée du rôle que les citoyens doivent y jouer sur 2 terrains. Le premier, c'est celui de la vigilance et d'un rôle d'une attention autour de soi, y compris pour être le premier acteur. Par exemple, l'affaire dans le Val-de-Marne au mois de septembre de Absolument. ce plombier qui est intervenu dans un immeuble, qui a aperçu des choses qui lui paraissaient suspectes. Peut-être qu'il y a 2 ans, il ne se serait pas préoccupé de se rapprocher des policiers. Et là, il a évité manifestement des attentats majeurs. Voilà. Et le deuxième point juste, c'est que à côté de la sécurité elle-même, il y a aussi ce que j'appelle le secourisme au sens large. C'est-à-dire que les Français, depuis 2016, ont réappris qu'il fallait pouvoir compter sur son voisin pour être secouru en cas d'attentat. On sait qu'à Paris, les secours mettent 8 minutes pour arriver. Pendant 8 minutes, il faut survivre s'il y a des blessés. Et c'est le rôle de chacun. Et je pense que c'est un formidable catalyseur citoyen que chacun puisse s'approprier la capacité d'apporter son aide à son voisin. On va écouter Éric Morvan, c'est le directeur général de la police nationale. Il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Il disait un peu ce que vous dites. Ce qui nous oblige, c'est la résilience. Tenir debout, et la résilience, elle ne se fera pas qu'avec les services de police, qu'avec les services de renseignement, elle se fera également avec l'ensemble de la communauté nationale. La sécurité, ça n'est pas ça n'est pas un bien de consommation courante, ça n'est pas une prestation de service public que l'on va chercher à un guichet.
nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité. Les Américains, je crois, ont une formule, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Eh bien, vous employez la même formule? Absolument. Naïma Fadel, dans la ville, dans les quartiers, est-ce qu'on a changé quand vous entendez engagement citoyen? Vous le voyez au quotidien? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des tensions supplémentaires qui sont apparues? Non, ce que j'ai ressenti, moi, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est l'envie vraiment d'investir cette citoyenneté. Vraiment de faire France ensemble, même de patriotisme. Rares ont été les villes qui ont mis en place des espaces justement pour que les gens puissent parler. Moi, je l'ai mis en place, notamment à Mantes-la-Jolie. J'ai mis en place des espaces de parole parce que les familles me le demandaient, parce que les travailleurs sociaux le demandaient. On n'était qu'entre nous, on n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour nous aider. Mais il y avait besoin. Serge Fès tout à l'heure, on aurait eu besoin aussi. Je vais faire appel à lui. On aurait eu besoin pour en parler dans les quartiers parce que c'était pas facile d'avoir. Comment? Le sentiment que... C'était difficile. Comme vous le savez, dans les quartiers, la composante des quartiers est majoritairement de confession musulmane. Donc vous voyez qu'en fait, c'est des personnes qui se disent de votre religion qui ont commis ces attentats. Et ça, c'est difficile à vivre parce que vous êtes croyant, vous croyez... Bon, voilà, votre religion, vous la vivez d'une manière pacifique, même si vous pouvez être un peu dans l'orthodoxie. Mais vous voyez que des personnes qu'on définit de votre religion pour commettre ces attentats. Donc c'est difficile et vous n'avez personne en fait pour pouvoir dire et pour pouvoir avoir quelqu'un qui en fait accepte que vous puissiez dire vos mots et qui vous apporte aussi, comment dirais-je, une réponse à vos questionnements par rapport à ça. C'est toute la difficulté. Et en même temps, vous vivez dans des quartiers, dans cet entre-soi. Et vous avez aussi en face de vous les institutions ou les villes qui ont des difficultés et qui sont aussi pleines de tabous. Donc c'est toute la difficulté. Et investir cette citoyenneté, aujourd'hui, moi je la sens fortement. C'est ce qu'il faut saisir. Dominique Régnier, les partis politiques, l'opinion plus généralement a changé? Oui, vraiment. Et là encore, on peut faire le parallèle avec le 11 septembre, qui a été, c'est pas le sujet, donc je le dis très vite, qui a été un moment de bascule dans les opinions occidentales, européennes en particulier, très très net. Et c'est là qu'on a vu commencer à se déployer un certain phénomène en termes d'opinion très lié à tous ces sujets-là. Donc ça a été très renforcé. C'est devenu un sujet absolument central, non négociable. Nous ne vivions pas comme cela. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Et c'est ça qui est nouveau quand même. C'est nouveau. Et d'ailleurs, on ne voit pas aujourd'hui un responsable politique qui, sur cette question-là, ne serait pas charpenté, n'aurait pas des choses à dire sérieuses, penser posément, avec une capacité de convaincre. Enfin, on ne peut plus du tout. On a perdu une forme d'innocence, je dirais, qui était liée effectivement à ces âges sans guerre ou sans rapport direct à la guerre. Ça change l'ensemble du système politique. Il y a aussi quand même quelque chose qui est très difficile pour les Français, en particulier parmi les Européens. C'est d'une certaine manière, et on fait la part bien sûr de la revendication religieuse de la religion elle-même, bien sûr, on sait qu'il faut faire la différence, mais c'est quand même une forme de retour du religieux et du conflit lié à des religions dans une France qui est très marquée, ça on ne le dit pas assez à mon avis, ou on n'y songe pas assez plutôt, mais qui est très marquée par l'antériorité profonde de ces guerres de religion que nous connaissons bien. C'est comme ça aussi que nous nous sommes constitués avant la Révolution française, des guerres de religion extraordinairement violentes. Violentes entre catholiques et protestants, évidemment. Absolument. Et le fait de retrouver des conflits que l'on sait très difficiles à arbitrer, parce qu'il n'y a pas de compromis entre le vrai Dieu et le faux Dieu, ou je ne sais quoi. Et c'était oublié, ça revient. L'angoisse du différent politique qu'on ne sait pas arbitrer revient, et du coup, la question de savoir si on pourra à nouveau faire communauté avec des possibles membres de ce groupe qui ne seraient pas du tout d'accord pour jamais se réconcilier avec cette communauté à laquelle ils ne voudraient pas appartenir et qui en feraient en quelque sorte même, quand ils font ce type de comportement, des ennemis intérieurs. Vous voyez, des choses qui sont très fortes. Il y a une rupture, Mais c'est ça qui est important, c'est que l'un des éléments de sidération du 13 novembre, c'est que la population a compris que cette fois-ci, c'était pas juste une vague terroriste de gens qui étaient de l'extérieur et qui étaient dans une logique politique immédiate de relation entre la France et certains États, comme avec l'Iran en 85-86 ou le GIA algérien dans les années 90. Là, nous sommes attaqués par une frange minoritaire, heureusement, mais quand même par une frange de gens qui sont français. Et c'est-à-dire que au-delà des questions de violence, de sécurité, de premier secours, etc., dont on parlait tout à l'heure, et de façon bien plus profonde, il y a un questionnement sur l'homogénéité de notre population. Et
Et ça, c'est quelque chose qui est très perturbant et dont on sait que ça va durer. Naïma Mfadel. Alors, effectivement, hein, je vous rejoins. Moi, je suis connue pour ne pas être dans le déni. Je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas être dans le déni dans notre pays si on veut que notre pays avance. Et je crois qu'on l'aime tous et qu'on a envie d'avancer. Et moi, je rencontre des habitants des quartiers qui aiment profondément ce pays. Alors, deux choses. D'abord, je pense qu'il y a une organisation aussi dans notre pays qui fait on crée, on conforte l'entre-soi. Prenez rien que la politique de la ville. La politique de la ville est une politique de zonage discriminante envers les quartiers. C'est-à-dire vous mettez des moyens dans les quartiers parce qu'effectivement, ils concentrent les difficultés, mais vous les mettez pour les habitants du quartier, pour les actions pour les habitants du quartier, mais s'ils font une action en dehors du quartier, ils n'auront pas de financement. Emmanuel Macron, ce soir, il est dans les quartiers. Ils sont confortés à l'entre-soi et justement à un communautarisme de fait. Comment dirais-je, affirmer aussi un contrat social, le redéfinir ou le renforcer, c'est qui doit le faire? C'est les politiques. La loi, vous parliez de religion tout à l'heure, monsieur, mais la loi de la République, elle est au-dessus. Elle doit être au-dessus. Elle doit être au-dessus des religions. Mais c'est aux politiques de l'affirmer haut et fort. La laïcité, c'est notre socle commun, c'est notre protection. Il faut bien sûr l'expliquer pour pas qu'elle soit rejetée, parce qu'aujourd'hui, elle subit un rejet. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas comprise. Donc il faut l'apprendre à nos enfants très tôt. Il faut la réaffirmer, l'expliquer à tout le monde. Et la laïcité est notre protection. Et la laïcité, elle doit être appliquée aussi par les politiques. Parce qu'on voit bien que dans le cadre notamment de l'islam, les politiques dealent aussi au moment des élections pour avoir des voix. Et c'est pour ça que moi, dans mon livre, je dis qu'aujourd'hui, il ne faut plus que les lieux de culte soient soumis à la validation des élus locaux, mais que ce soit le ministère de l'Intérieur qui donne les autorisations. Parce que ça aussi... Ce serait un grand changement. Ce serait aussi un des changements effectivement très importants. On va écouter deux jeunes, je viens vers vous, qui participaient à la marche pour la paix aujourd'hui, aux côtés d'imams, et qui se sont rassemblés devant le mur de la paix au Champ de Mars, qui avaient fait cette marche aussi dans toute l'Europe. Écoutez-les. Oui, c'est important d'être présent parce que ça fait, depuis les attentats, l'image de l'islam a été négativement touchée et c'est notre devoir d'être là. Il ne faut pas faire d'amalgame déjà entre moi je dis on est tous frères, enfin que ce soit chrétien, juif ou musulman, on est tous frères et il faut être solidaire. Vous l'entendez ça? Mais non seulement je l'entends, mais je l'entends toute la journée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être jeune? C'est forger son identité et c'est se poser des questions sur son identité. Qui suis-je? Et nos identités, elles sont multiples. On peut être à la fois musulman, français, aimer le sport, avoir telle orientation sexuelle, avoir telle couleur de peau, etc., etc. Or, effectivement, et vous avez tout à fait raison, cette volonté un petit peu hégémonique, que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit égaux, qu'on soit dans un pays fortement marqué par la laïcité, et c'est tant mieux, et par l'égalité entre les gens, empêche de pouvoir mêler toutes ces dimensions qui sont soupçonnées d'être davantage communautaires, voire communautaristes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas cette question à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on ne permet pas à ces jeunes de développer ces identités multiples. C'est comme si on les enfermait dans une seule identité. Et tous les jeunes musulmans que je vois, et j'en vois beaucoup, bien évidemment, sont taraudés par ces questions-là. À quelle histoire j'appartiens? À quelle valeur j'appartiens? Comment est-ce que je peux concilier mes valeurs avec les valeurs de l'ensemble de ma communauté et l'ensemble des jeunes autour de moi? Dominique Régnier, les politiques doivent répondre à ça. Ah, bien sûr, oui, mais ils sont... Là, nous sommes dans une phase encore, pour eux, de grande déstabilisation. On a une classe politique... Je ne sais pas s'il faut leur en faire le reproche. On a une classe politique qui est largement acculturée sur ces questions-là. C'est comme si nous avions définitivement tourné le dos à toute une série de sujets qui, en fait, font retour de manière très brutale. Et il y a tout un travail que devraient faire les politiques, qu'ils essaient de faire un peu dans l'urgence. Mais oui, mais on voit bien, il y a des clivages en même temps. En même temps, sur la sécurité, il y a une forme de consensus. Et en même temps, sur la laïcité, il y a des clivages forts qui s'expriment et qui peuvent être même des motifs de bataille politique. Absolument. Sur la laïcité, je pense que la grande peur aujourd'hui, c'est de rouvrir le sujet, en fait, de rouvrir le débat. Et alors, je crois que c'est ça chez les politiques, en gros, leur état d'esprit. C'est si on commence à défaire cette espèce de montage, on ne sait pas du tout où nous allons atterrir. Ils ne sont pas sûrs non plus de leur propre capacité à tenir un débat sur le sujet. C'est assez largement désormais des questions qui sont portées par les sociétés elles-mêmes, beaucoup plus que par les politiques. Et il y a là une sorte de crainte de ne pas être en mesure de maîtriser les conséquences d'une question qui se poserait à nouveau en ces termes.
Thibault Montbrial. Oui, mais parce qu'il y a un dénominateur commun dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est le fait de nommer les choses. Le terrorisme, c'est un moyen. C'est un moyen au service d'une politique. Donc les gens qui sont derrière cette politique, ce sont des gens derrière cette idéologie politique, ce sont les islamistes. Il y a les islamistes violents qui sont les terroristes et vous avez les islamistes non violents qui sont dans une logique beaucoup plus pernicieuse de conquête avec, c'est vrai, parfois la duplicité de certains élus politiques locaux. Tant que notre classe politique, dans sa grande majorité, ne dénoncera pas l'islamisme comme étant le grand danger de fracture, tant qu'il y aura toujours des oui mais peut-être que hier soir il y a un des membres de la rédaction de Mediapart qui a expliqué que l'islamisme en soi n'était pas dangereux. Tant que vous aurez des gens qui s'expriment de cette façon, on sera toujours incapable de poser les bases du problème global face auquel nous sommes exposés. Naïma Mfadel, vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, bien sûr, je suis d'accord parce que je veux, et on l'a écrit dans la tribune avec Hakim El-Karoui, qu'on ait une organisation efficace d'un islam de France. Maintenant, il faut aborder cette question d'un islam de France sans tabou, qui ne soit plus en lien du tout avec les pays d'origine, c'est-à-dire un islam franco-français. Il faut qu'on puisse organiser aussi toute la pratique aussi de l'islam, c'est-à-dire la formation des imams, notamment aussi assainir le discours. Mais en 2 ans, on n'a pas avancé là-dessus. On n'a pas avancé. Donc on n'a pas changé là-dessus. On a changé sur pas mal de choses, mais là-dessus, on n'a pas changé. Voilà. Et puis en plus, nous avons des théologiens français, comme Rachid Benzine par exemple. Bien sûr. Utilisons, si je puis me dire, quelqu'un d'extraordinaire comme ça, pour un contre-discours. Au discours mortifère. Il vient de faire un livre avec Delphine Orviller. Donc nous avons ce qu'il faut dans notre pays. Nous sommes un pays qui a les ressources. Et je voudrais aussi dire autre chose, pour aller dans votre sens. Les associations qu'on a rencontrées dans la Fédération Elma, je vous assure, ce qui était formidable, c'est que c'est eux qui ont voulu absolument qu'on fasse quelque chose pour le 13 novembre. Sur la France d'après. C'est la France d'après. Et ils nous ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est montrer notre engagement à notre pays. Montrer le positif, montrer à nos concitoyens qu'on veut s'engager et qu'on veut faire France ensemble. Ça peut bouger, Dominique Régnier, pour conclure. Oui, bien sûr. Sur l'islam de France, là, il peut y avoir un Macron-Napoléon, un Macron qui fait une forme de consistoire. Il faut, de toute façon, il y en a qui l'appellent à le faire, un consistoire musulman, entre guillemets. C'est compliqué, mais il le faut, mais c'est très compliqué. Les musulmans qui sont engagés dans ce travail-là vous disent que c'est une affaire compliquée. La fondation dont je m'occupe, vous l'avez dit, a publié pas mal de travaux en ce sens. Mais il faut le faire absolument. Il n'y aura pas d'autre issue que celle-là. Nous n'allons pas demander à des personnes de cesser d'être musulmans. Nous n'allons pas les chasser de leur pays. Donc il faudra trouver cette solution-là. Et je voudrais juste ajouter que nous avons une difficulté commune, universelle, qui est que désormais nos sociétés sont complètement encastrées. Et ce qui se passe en France est vu partout. Si je reviens à Charlie Hebdo, ils ont été aussi victimes d'un jugement négatif d'une partie du monde. C'est-à-dire que la liberté qu'on a ici, elle est vue ailleurs. Et souvent, elle est mal vécue ailleurs, alors que c'est pas ici. Tout ça est entremêlé par la globalisation. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Restez avec nous dans un instant. Le général Pierre de Villiers, il était le chef d'état-major des armées, cette fameuse nuit tragique du 13 novembre. Depuis le 19 juillet dernier, il a démissionné de ses fonctions. Il vient de publier Servir chez Fayard. C'est notre invité. À tout de suite.